Vous m'avez dit qu'il fallait que je parle, je donne mes idées sur la défense européenne en 5 minutes. C'est intéressant, ça me fait penser, ça m'a rappelé quand même ces bons souvenirs du Parlement européen. Le Parlement européen était le seul endroit du monde où on entendait le président de séance dire « Monsieur Giscard d'Estaing, pour 1 minute ». Il était très troublé, le président Giscard d'Estaing. Donc je ne pourrais pas, évidemment, parce que ce qui compte, c'est de tenir les délais, je ne pourrais pas évoquer, enfin, je ne pourrais rien faire d'autre que d'évoquer ce problème qui est absolument difficile. Je pense que vraiment, la défense européenne, c'est comme le soleil et la mort, ça fait partie des choses qui ne peuvent se regarder en face. On arrive tout de suite à des problèmes extrêmement difficiles. Et le fait que vous me fassiez parler en premier, et on est convenu que je poserai effectivement le problème central, ensuite c'est aux autres de le résoudre. Moi j'ai pris la partie facile. Le fait même, c'est quand même extrêmement traumatisant. Un samedi matin, assez frais de novembre, vous avez eu le courage de vous déplacer et de venir rue d'Ulm, et on va commencer par vous donner une douche froide. Je crois qu'il faut partir d'une idée qui est, puisque l'articulation, le problème, c'est quand même que peut être la défense européenne par rapport à la défense atlantique. Comment peut-on articuler ces deux systèmes de solidarité face à une menace commune? Je crois qu'il faut partir d'une idée qui n'est pas trop souvent analysée en France, qui est l'origine de l'OTAN. En réalité, nous avons en tête un concept, d'ailleurs un petit peu mensonger, qui avait été mis au point par l'administration Kennedy, par M. McNamara, qui est le scénario des Twin Pillar Concept. On avait un pilier européen, un pilier américain, et l'alliance, c'était la rencontre de ces deux piliers. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On n'a jamais eu de piliers. On a beaucoup plus été dans un système qui a été théorisé par Richard Holbrooke, qui était America as a European Power, c'est-à-dire les États-Unis étant à l'intérieur du système européen. Si tout ce système a pu être mis en place, si le réarmement allemand a pu être accepté, si le traité de l'Atlantique Nord a pu être signé, si tout ça a pu fonctionner, c'est parce que les États-Unis se sont trouvés dès le principe totalement imbriqués dans un système qui, s'il n'avait pas été là, aurait interdit aux Français de faire confiance, d'accepter un réarmement allemand, aurait interdit aux Allemands de s'engager durablement avec des Français avec lesquels ils avaient quand même un long passé d'inimitié, aurait interdit aux Néerlandais de s'engager et avec les Allemands et avec les Français. Donc on a eu dès le départ une imbrication extrêmement forte. Et je crois que c'est ça notre problème, c'est qu'on cherche très difficilement le pointillé, la ligne pointillée séparant ce que pourrait être une compétence de l'Union européenne en matière de défense de ce que peut être et de ce qu'est effectivement une solidarité atlantique sur le même problème. On regardait avec Madame Parly il y a un instant, on regardait les deux articles qui définissent la solidarité, traité de l'Atlantique Nord, l'article 5, traité de l'Union européenne, l'article 42.7. Ce sont des articles un peu différents dans leur libellé, mais extrêmement proches dans leur esprit. Dans l'un et l'autre cas, dans le premier cas, l'article 5, on dit que les États assistent en cas d'agression dans une zone géographique déterminée, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas déterminé dans le cas de traités européens. On dit simplement quand un membre sera agressé, eh bien, on a comme idée qu'on prendra, si je me rappelle bien, les États... oui, voilà, c'est formidable. C'est bien d'avoir comme conseiller technique un ancien ministre de la Défense. C'est quand même assez valorisant. Quel respect du Parlement. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Et à ce moment-là, chacune d'elles... assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt individuellement et d'accord avec les autres parties telle action qu'elle jugera nécessaire. C'est donc
un engagement qui est important, mais qui laisse quand même une marge d'appréciation. Simplement, on a considéré, c'était lié à l'efficacité en matière de dissuasion de cette clause, que ça serait automatiquement un engagement très, très profond. Mais par exemple, le président Trump avait tenu à dire que tout ça devait être analysé très relativement. Bon, sur le traité de 42.7 de l'Union européenne, on dit qu'on doit assistance et aide et assistance à un État attaqué, c'est pratiquement la même chose. Et quand on a dit ça, je disais avec Florence Parly tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le texte européen est un peu plus contraignant, légèrement plus contraignant, sans doute parce que les moyens qui sont derrière sont un peu moins forts. Donc on peut se permettre d'être un peu moins contraignant avec l'OTAN parce qu'on a quand même de quoi justifier, de quoi être crédible. Mais quand on a posé ça, comment répartir, comment faire la clé? Alors là, je vais simplement ouvrir les chapitres, pas du tout les traiter, mais il y a trois modes de complémentarité qui peuvent être envisagés. On va parler un peu latin, ça fera savant. Rationner loci, rationner materiae ou rationner temporis. Rationner loci, c'est est-ce qu'on fait une distinction de théâtre? C'est à peu près l'idée qu'on a spontanément. Et alors du coup, on arrive à cette situation paradoxale que la solidarité européenne s'exerce à l'extérieur du théâtre européen, dans les opérations africaines ou les opérations proches, ce qui est quand même singulier, que là où le continent est engagé, là où la sécurité du continent est engagée, là c'est l'Alliance Atlantique, et en réalité, nos compétences européennes, ça consiste à mettre ensemble un certain nombre de moyens, comme on s'est efforcé de le faire avec des succès un peu difficiles en Afrique, mettre ensemble des moyens européens. Donc c'est un premier problème. Est-ce que la défense européenne sert à défendre l'Europe ou sert à projeter des moyens militaires à l'extérieur de l'Europe à partir du moment où les Américains estiment que ce n'est pas à eux de le faire? Deuxième champ, le rationner materiae. Alors, je me rappelle avoir eu une discussion avec Mme Guiton, qui était la grande prêtresse de la réflexion stratégique au ministère de la Défense, et qui expliquait que ces deux articles étaient tout à fait complémentaires et que simplement, en Europe, on faisait tout ce qui était technologique, mise à recherche scientifique, élaboration de tous les moyens en matière de cyber, etc., et que l'opérationnel était du domaine de l'OTAN. Alors, je l'avais dit, c'est peut-être vrai que c'est comme ça qu'on s'oriente quand on voit ce que fait la Commission, ce que fait l'Union européenne, mais c'est absolument pas dans les textes. Dans les textes, cette répartition des rôles, elle n'est pas celle-là. Donc on a un problème précis qui est posé. Et le troisième domaine, c'est rationner temporis, c'est qu'au bout du compte, on a bien vu que les Américains étaient, pour des raisons très légitimes, très attirés très concentrés sur les problèmes pacifiques, et pour des raisons beaucoup moins légitimes, du temps de M. Trump, soucieux de pousser une rivalité très forte, notamment avec l'Allemagne, en matière économique et sociale, et très soucieux, de ce point de vue-là, de se désengager d'un certain nombre d'obligations atlantiques. Aujourd'hui, les Américains, je crois, font un boulot impeccable sur l'Ukraine, de modération, de ténacité, d'intelligence, la qualité du renseignement, la qualité des armes, la modération qu'ils introduisent dans l'influence modératrice qu'ils exercent sur l'Ukraine, tout ça est parfait. Cela dit, est-ce que c'est le champ du cygne de la solidarité américaine ou est-ce que c'est un nouveau départ après Trump? Quand on regarde les élections américaines, la question est totalement ouverte. Alors à ce moment-là, on dit, si les Américains ne sont pas là, on va prendre le relais et on va faire un certain nombre de choses. Mais rien n'est organisé de manière à prendre ce relais. Donc on est en face de trois difficultés absolument majeures. La difficulté, le problème du théâtre, le problème de la répartition des rôles et le problème de savoir si nous sommes prêts, si nous sommes potentiellement en mesure de prendre la relève des États-Unis qui seraient
peut-être beaucoup moins actif et solidaire avec des administrations plus isolationnistes à l'avenir. Ces trois questions, et c'est en cela que, comme le soleil et la mort, nous ne les regardons pas en face, ces trois questions sont terribles. Elles étaient posées dès 52-54 avec la CED. La CED a échoué. Moi, je trouve que c'était un mauvais système qui ne résolvait aucun problème. Et d'ailleurs, Jean Monnet, je tiens à le rappeler, quand la CED a échoué, a dit ça a échoué, donc ce devait être une mauvaise idée. Et il avait raison, on n'a pas résolu le problème politique, on a essayé avec l'Assemblée ad hoc et une ébauche de système fédéral qui était très intelligent, mais qui était totalement prématuré, et pour le reste, c'était une organisation de contingents fonctionnant dans des conditions techniques assez difficiles, sous un contrôle étroit de l'armée américaine. Donc ça n'était pas du tout la solution. Il ne faut pas que nous pensions, que nous regardions l'avenir avec les yeux du passé en disant « Ah, il s'agit de ressusciter la CED ». Non, nous sommes en face d'un problème qui est tout à fait, difficile, qui est à peu près celui que j'ai posé, et il faut effectivement maintenant le regarder en face, sans œillères, et avec l'idée de trouver des solutions, ce qui implique évidemment de la part de nos États, de nos sociétés, une capacité de mobilisation dont on n'est pas totalement sûr qu'elle soit totalement capable. Écoutez, vraiment, merci beaucoup.